Le prochain théorème sera utile pour la démonstration du théorème 3.3. Soit A une matrice carrée d'ordre n, alors la somme suivante vaut le déterminant de A si I est égal à K et vaut 0 si I n'est pas égal à K et le AKJ est le cofacteur associé à l'élément AKJ d'une matrice A. Il y a deux cas à considérer. Considérons le cas lorsque I est égal à K. Donc la somme des AI1, AK1, AI2, AK2, etc. Dans le fond, comme I est égal à K, on pourrait dire que la valeur de K dans le A majuscule pourrait être remplacée par un I. C'est ce qu'on voit apparaître en deuxième ligne. Mais quand on regarde plus profondément ce qui se passe ici, dans le fond, on se rend compte que ça, c'est le développement du déterminant de A selon la ième ligne. Donc, un élément multiplié par son cofacteur, la sommation de ça sur une ligne complète, ça se trouve à être le déterminant. Donc, première partie de la démonstration terminée. On regarde maintenant le cas où I n'est pas égal à K. Et on suppose qu'il existe une matrice B identique à la matrice A, sauf pour sa kème ligne, qui serait identique à la ième ligne de A. Donc on voit apparaître ici la matrice B avec sa ième et sa kème ligne. Et si on regarde ces deux lignes-là, on s'aperçoit que les éléments de même position sont exactement les mêmes. On veut maintenant calculer le déterminant de B à partir d'un développement selon la kème ligne. On sait que le déterminant de B est donné par une sommation et qui, peu importe l'indice qu'on va choisir, ici c'est donné par l'indice L qui part de 1 et s'arrête à N, donc petit AKL fois grand AKL. Sauf que la kème ligne dans notre matrice de B est identique à la ième ligne. Donc les éléments de la kème ligne sont identiques aux éléments de la kème ligne. Ce qui veut dire qu'on peut remplacer petit AKL par petit AIL. Et on se retrouve avec la somme qu'on voit apparaître sur la troisième ligne de notre raisonnement. Mais puisque B comporte deux lignes identiques, et en vertu de la propriété 8 des déterminants, on sait que le déterminant doit être égal à 0 à cause des deux lignes identiques. Par conséquent, la somme qu'on voyait apparaître sur notre troisième ligne vaut 0. On a donc que la sommation qu'on voit apparaître maintenant vaut le déterminant de A si I est égal à K et vaut 0 si I n'est pas égal à K. Soit A une matrice carrée d'ordre n. La matrice des cofacteurs de A, notée cof A, est la matrice obtenue en remplaçant chacun des éléments A et J de la matrice A de départ par son cofacteur. C'est-à-dire la chose suivante qu'on voit apparaître. Donc, cofacteur de A, on remplace chacun des éléments par son cofacteur qui lui est associé. La matrice adjointe de A, notée ADJA, est la transposée de la matrice des cofacteurs de A. Trouvons la matrice des cofacteurs et la matrice adjointe des matrices suivantes. En l'exemple A, la matrice suivante, voici les signes associés à chacun des éléments de A. Notez qu'il n'est pas obligatoire de se servir de la matrice des signes comme on le fait ici. Dans ce cas-ci, et pour ce qui s'en vient, on le fait puisqu'on utilise la matrice des mineurs associée à la matrice des signes pour trouver nos cofacteurs. Mais notez qu'on pourrait très bien utiliser la formule des cofacteurs pour remplir la matrice au complet sans utiliser la matrice des signes. On commence par remplir la matrice des cofacteurs. Donc, pour chacun des éléments de la matrice A de départ, il existe un cofacteur. C'est ce qu'on vient mettre dans la matrice des cofacteurs. Par la suite, on va trouver la matrice adjointe en prenant la transposée de la matrice des cofacteurs qu'on vient d'obtenir. On veut maintenant trouver la matrice des cofacteurs et la matrice adjointe à la matrice B. On commence donc par trouver la matrice des signes associée à notre matrice B. On se sert de ces signes-là pour trouver par la suite les mineurs. Donc la matrice des signes avec chacun des mineurs va nous donner chacun des cofacteurs qu'on va pouvoir mettre dans la matrice B. Donc on trouve maintenant chacun des cofacteurs associés à notre matrice B. Et par la suite, pour obtenir notre matrice adjointe à B, il suffit d'en prendre la transposée. Théorème de la matrice inverse, soit A une matrice régulière, c'est-à-dire que A est une matrice telle que le déterminant est non nul. Alors la matrice inverse de A est donnée par A-1, qui est non pas 1 divisé par A, comme on le ferait dans les nombres réels, mais simplement une notation pour dire qu'il s'agit de la matrice inverse. Donc, A-1, c'est 1
divisé par le déterminant de A multiplié par l'adjointe à la matrice A. On va faire la démonstration de ce théorème-là ensemble. Donc, par hypothèse, on sait que A est une matrice régulière, ce qui veut dire que son déterminant est non nul. Puisque le déterminant est non nul, on a le droit de diviser par le déterminant, et ça veut dire que 1 sur déterminant de A est défini. Maintenant, on a deux choses à montrer, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par la gauche ou par la droite notre matrice 1 sur déterminant de A fois l'adjointe, et que dans chacun des cas, ça va donner l'identité. On commence par la multiplication à gauche avec la matrice A. Et première chose qu'on constate, c'est que 1 sur déterminant de A, ça paraît un terme bizarre, mais le déterminant de A, c'est un nombre réel. Donc, 1 divisé par A, ce n'est qu'un nombre réel ou encore un scalaire. Et on sait qu'on est capable de mettre notre scalaire en évidence ou encore le changer de place dans notre multiplication. C'est ce qu'on a fait à l'aide de la propriété 3 de la multiplication des matrices sur notre première ligne. Sur la deuxième ligne, tout ce qu'on fait, c'est prendre la matrice A et prendre la matrice adjointe à A et les mettre côte à côte en exprimant des termes qu'on voit apparaître en jaune pour mieux voir ce qui se passe. Donc, la ligne que vous voyez apparaître en jaune et la colonne que vous voyez apparaître en jaune, ça va nous donner le terme CIJ que vous voyez apparaître sur la troisième ligne. Donc, CIJ est le résultat de la multiplication de la ième ligne de A avec la jième colonne de la matrice adjointe à A. Si on analyse plus profondément le terme CIJ, qui est donné par notre première ligne qu'on voit apparaître, bien, on se rend compte que dans la parenthèse, ce qu'on a, ça correspond au déterminant de A si I est égal à J, et ça correspond à 0 si I n'est pas égal à J, et ça, c'est notre théorème 3.2 qui nous dit ça. C'est la démonstration qu'on a fait juste auparavant. Donc, ce qu'on a dans la parenthèse, ça vaut déterminant de A. Ce qui veut dire qu'on a 1 sur déterminant de A fois le déterminant de A si I est égal à J, et 1 sur déterminant de A fois 0 si I n'est pas égal à J. Et si on fait la simplification, bien, ça donne 1 pour I égal à J et 0 pour I pas égal à J. Ce qui correspond à la définition de la matrice identité. On a donc qu'en multipliant à gauche par la matrice A, on obtient bien la matrice identité. La démonstration en multipliant A par la droite se fait de manière analogue à ce qu'on vient de faire en 1. Et si on combine ensemble les démonstrations 1 et 2, on a bien que la matrice inverse est donnée par 1 sur le déterminant de A multiplié par l'adjointe à A. Trouvons, si elle existe, la matrice inverse de chacune des matrices suivantes. En A, la matrice grand A suivante, on commence par calculer son déterminant qui nous donne 11. Et puisqu'il n'est pas nul, on sait que la matrice est inversible. On doit donc chercher la matrice des cofacteurs premièrement. Donc, sur chacun des éléments, il existe un cofacteur, on le calcule, et ça nous donne la matrice des cofacteurs. Par la suite, on trouve la matrice adjointe à A en transposant la matrice des cofacteurs. Ensuite, on sait que la matrice inverse à A sera déterminée par 1 sur son déterminant fois la matrice adjointe. C'est ce qu'on fait en dernière étape, en entrant le 1/11e à l'intérieur de la matrice comme un scalaire. Quand vous allez faire vos exercices ou quand vous allez être en examen, une façon de vérifier que vous avez bien trouvé la matrice inverse serait de multiplier par la matrice de départ. Donc, si en multipliant les deux, vous obtenez la matrice identité, c'est que vous avez la bonne matrice inverse. Trouvons maintenant, si elle existe, la matrice inverse à la matrice B suivante. On commence par donner les signes associés à chacun des éléments de B à l'aide de la matrice des signes, puisqu'on va se servir des mineurs associés à chacun des éléments par la suite pour trouver nos cofacteurs. Ensuite, on trouve le déterminant de la matrice B, parce qu'on sait que si le déterminant vaut 0, la matrice ne sera pas inversible. Mais dans ce cas-ci, le déterminant vaut moins 1, qui n'est pas nul, alors la matrice B est inversible. On trouve maintenant la matrice des cofacteurs associée à la matrice B en calculant chacun des mineurs associés au signe de la matrice des signes, ce qui nous donne chacun des cofacteurs de la matrice B. Par la suite, on trouve la matrice adjointe en prenant sa transposée. Et la matrice B-1, la matrice inverse à B, est donnée par 1 sur déterminant de B fois la matrice adjointe à B, qui nous donne la chose suivante.
Et pour se vérifier, si on veut vraiment en être sûr, on prend le produit de B avec B-1 qu'on vient de trouver. Si ça nous donne la matrice identité, c'est qu'on a la bonne matrice inverse. Si ça nous donne autre chose que la matrice identité, c'est qu'on a fait une erreur dans nos calculs ou qu'on n'a pas la bonne matrice inverse. Voici la solution de l'exercice 3 du chapitre 3. Donc ici, on nous donne trois matrices, A, B et C, qui sont trois matrices carrées. Puis on nous demande de trouver si elles existent, les matrices inverses de chacune de ces matrices. Donc on va commencer avec la matrice A. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer le déterminant de A pour savoir si A admet une matrice inverse. Donc, je vais calculer le déterminant de notre matrice A qui est carré d'ordre 2. Je vais y aller avec le produit des éléments de la diagonale principale, 4 fois 1 qui est 4, moins le produit des éléments de la diagonale secondaire qui est moins 10, qui est 5 fois moins 2. Donc, j'ai 4 moins moins 10, donc 4 plus 10, 14, ce qui est différent de 0. Et ce qui donc implique que la matrice inverse de A existe. Donc, pour trouver la matrice inverse, je vais commencer par trouver la matrice des cofacteurs, à partir de laquelle je vais pouvoir trouver la matrice adjointe. Donc, pour ce qui est de la matrice des cofacteurs, donc on sait que c'est, dans le fond, une matrice qui est constituée de cofacteurs associés à chacun des éléments de la matrice. Et un cofacteur, c'est tout simplement un mineur, qui est un déterminant d'une sous-matrice, auquel on associe un signe en vertu des signes de la matrice des signes. Donc, pour la matrice A, je vais me remémorer quels sont les signes. Alors, j'applique le principe d'alternance des signes. Donc, c'est plus, moins, moins, plus. Alors, pour le premier élément qui est 4, son signe est un plus. Et je dois calculer le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant la ligne et la colonne où se trouve l'élément 4. Donc, j'enlève première ligne, première colonne. Il ne me reste que l'élément 1. Donc, on sait que le déterminant d'une matrice d'ordre 1, c'est l'élément. Donc, c'est 1. Le signe est plus. Donc, le premier élément ici, le premier cofacteur est 1. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. Le signe associé à l'élément 5, c'est un moins. J'enlève première ligne, première colonne. J'ai donc l'élément moins 2. Le déterminant de la matrice moins 2, c'est moins 2. Donc, j'ai moins 2 qui donne plus 2. Pour la deuxième ligne, première colonne, le signe qui est associé à cet élément-là, c'est un moins. J'enlève première colonne, deuxième ligne, il me reste l'élément 5. J'ai donc moins 5. Et finalement, pour la deuxième ligne, deuxième colonne, le signe associé à l'élément 1, c'est plus. J'enlève deuxième ligne, deuxième colonne, il me reste un 4, donc j'ai plus 4. Donc ça, c'est ma matrice des cofacteurs. À partir de cette matrice des cofacteurs, je vais pouvoir en déduire la matrice adjointe de A en transposant la matrice des cofacteurs. Donc, je vais prendre maintenant les lignes de ma matrice des cofacteurs qui vont devenir les colonnes de ma matrice adjointe. Donc, en première colonne, j'aurai les éléments 1, 2, et en deuxième colonne, j'aurai les éléments moins 5, 4. Donc, à partir de la matrice adjointe, je peux trouver la matrice inverse de A. Donc, on sait que A moins 1, c'est 1 sur le déterminant de A. Donc, ça, c'est un scalaire qui va multiplier la matrice adjointe de A. Donc, j'ai 1 sur 14 fois la matrice adjointe, qui est la matrice ayant en première ligne les éléments 1, moins 5, et en deuxième ligne les éléments 2, 4. Et pour vraiment donner ma réponse sous la forme d'une matrice, je vais maintenant multiplier la matrice adjointe par le scalaire 1 quatorzième. Donc, je vais multiplier chacun des éléments de la matrice adjointe par 1 quatorzième. Donc, j'aurai en première ligne 1 quatorzième, moins 5 quatorzième, et en deuxième ligne, j'aurai 2 quatorzièmes que je peux simplifier comme étant 1 septième, et 4 quatorzièmes que je peux simplifier comme étant 2 septièmes.
Donc ça, c'est ma matrice inverse. C'est toujours une bonne idée, quand on a le temps, de faire une vérification afin de s'assurer qu'on a bel et bien trouvé la bonne matrice inverse. Donc, je vais la faire, la vérification ici, où je vais multiplier la matrice A par la matrice inverse qu'on vient de trouver. Et je vais souhaiter obtenir la matrice identité d'ordre 2. Donc, je fais ma vérification. Donc, je vais faire le produit A par A-1. Donc, je reproduis ma matrice A. Et je vais faire le produit avec la matrice A-1 qu'on vient de trouver. Ici, pour fin de calcul, juste pour que ça soit plus simple, je vais exprimer tous les éléments de la matrice A-1 en 14e. Donc, ça ne change pas les éléments de la première ligne. Mais en deuxième ligne, au lieu d'écrire un septième, je vais écrire 2 quatorzièmes. Puis au lieu d'écrire 2 septièmes, je vais écrire 4 quatorzièmes. Alors, j'effectue mon produit. D'abord, première ligne, première colonne. Je vais avoir 4 plus 10 quatorzièmes, donc 14 quatorzièmes, ce qui donne 1. Première ligne, deuxième colonne, j'ai moins 20 plus 20 quatorzièmes, ce qui donne 0. Deuxième ligne, première colonne, j'ai moins 2 plus 2 quatorzièmes, ce qui donne 0. Et deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 10 quatorzièmes plus 4 quatorzièmes qui donne 14 quatorzièmes qui donne 1. Donc, on a bel et bien trouvé la matrice identité d'ordre 2. Je suis assuré d'avoir trouvé la bonne matrice inverse de A. On fait la même chose maintenant pour B. Donc, je commence par calculer le déterminant de B afin de m'assurer que la matrice B est inversible. Donc, je vais calculer le déterminant de B. Je fais le produit des éléments de la diagonale principale qui est 4 fois moins 2 qui donne moins 8, moins le produit des éléments de la diagonale secondaire qui est moins 1 fois 8 qui est moins 8. Donc ici, je me retrouve avec moins 8, moins 8, donc moins 8 plus 8 qui donne 0. Par conséquent, je peux dire de la matrice B qu'elle est une matrice singulière. Donc, elle n'admet pas de matrice inverse. Donc, je peux dire que la matrice inverse de B n'existe pas. On n'est pas capable ici de trouver une matrice telle que lorsqu'on la multiplie par la matrice B, on obtient la matrice identité d'ordre 2. Donc, B n'admet pas de matrice inverse. Alors, pour C maintenant. Donc, la première des choses à faire, c'est calculer le déterminant de C afin de m'assurer que la matrice C est inversible. Donc, j'ai une matrice carrée d'ordre 3. Il n'y a aucun élément nul dans la matrice C, donc je vais y aller avec un développement selon la première ligne. Donc, le premier élément de la première ligne, c'est un 2. Son signe qui est associé est un plus, donc je vais avoir 2, fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant première ligne, première colonne, il va rester moins 2, 2, 1, 1. Le deuxième élément de la première ligne est un 1, mais le signe associé à cet élément-là, c'est un moins, donc j'aurai moins 1, fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant première ligne, deuxième colonne, donc il va rester 1, 2, 1, 1. Plus le dernier élément de la troisième ligne qui est un moins 1, son signe est un plus, donc j'aurai vraiment plus moins 1, fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant cette fois-ci première ligne, troisième colonne, il va rester 1, moins 2, 1, 1. Alors, ça nous donne 2 fois. Le premier déterminant, c'est moins 2, donc moins 4. Ensuite, j'aurai moins 1 fois le déterminant de ma deuxième sous-matrice qui est 1 moins 2 qui est moins 1. Plus moins 1, donc moins. Le dernier déterminant qui vaut 1 moins 2, donc 3. Alors, on se retrouve ici avec un déterminant qui vaut moins 8 plus 1 moins 3 qui donne moins 10. Alors, puisque le déterminant de C
qui est égal à moins 10 est différent de 0, je peux donc affirmer que la matrice inverse de C existe. Donc là, maintenant, je vais trouver la matrice des cofacteurs pour ensuite en déduire la matrice adjointe. Donc, la matrice des cofacteurs de la matrice C, ça va être une matrice carrée d'ordre 3. Je vais identifier rapidement les signes associés à chacun des éléments de C. C'est pas nécessaire, c'est pas une obligation de le faire, mais moi j'aime bien le faire pour être sûr de ne pas me tromper, du moins minimiser mes risques de me tromper. Alors, un cofacteur, c'est un mineur qui est multiplié par un signe. Donc, pour le premier élément de la première ligne, j'enlève première ligne, première colonne, j'ai comme déterminant le déterminant de moins 2, 2, 1, 1. Le signe associé à cet élément-là, c'est un plus. Pour le deuxième élément de la première ligne, le signe est un moins, que je dois multiplier par le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant première ligne, deuxième colonne. Je vais avoir 1, 2, 1, 1. Et le signe du troisième élément de la première ligne est un plus. Donc, je vais avoir le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant première ligne, troisième colonne. Je vais avoir 1, moins 2, 1, 1. Pour la deuxième ligne maintenant, le premier élément, son signe est un moins. Donc, je vais avoir moins le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant cette fois-ci deuxième ligne, première colonne. Donc, je vais avoir 1, moins 1, 1, 1. Le deuxième élément de la deuxième ligne, son signe est un plus. Donc, je vais avoir plus le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant deuxième ligne, deuxième colonne. Je vais avoir 2, moins 1, 1, 1. Et le dernier élément de la deuxième ligne, le signe qui est associé est un moins. Donc, je vais avoir moins le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant deuxième ligne, troisième colonne. Donc, je vais avoir 2, 1, 1, 1. Pour le premier élément de la troisième ligne, son signe est un plus. Donc, je vais avoir le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant première colonne, troisième ligne. Donc, je vais avoir 1, moins 1, moins 2, 2. Le deuxième élément de la troisième ligne, son signe est un moins. Donc, je vais avoir moins le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant troisième ligne, deuxième colonne. Donc, je vais avoir 2, moins 1, 1, 2. Et finalement, pour le dernier élément, son signe est un plus. Donc, je vais avoir le déterminant de la sous-matrice obtenue en enlevant troisième ligne, troisième colonne. Je vais avoir 2, 1, 1, moins 2. Donc, on va évaluer maintenant chacun des éléments de la matrice des cofacteurs. Donc, j'ai comme déterminant ici moins 2, ça fait moins 4. On l'avait calculé en A. Ici, j'ai comme déterminant 1, moins 2, qui donne moins 1. Avec le moins qui précède, ça devient plus 1. Ici, j'ai 1, moins 2, ça donne 3. Deuxième ligne, le premier déterminant de la deuxième ligne, j'ai 1, moins 1, ça donne 2. Mais avec le moins qui précède, ça devient moins 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 2, moins 1, ça fait 3. Deuxième ligne, troisième colonne, j'ai 2, moins 1, ça fait 1. Avec le moins qui précède, ça fait moins 1. Et finalement, à la troisième ligne, j'ai comme premier déterminant 2, moins 2, qui donne 0. Troisième ligne, deuxième colonne, j'ai 4, moins 1, ça fait 5. Mais avec le moins qui précède, ça devient moins 5. Et finalement, troisième ligne, troisième colonne, j'ai comme déterminant moins 4, moins 1, qui donne moins 5. Donc ça, c'est ma matrice des cofacteurs. À partir de cette matrice-là, je vais en déduire la matrice adjointe. Donc la matrice adjointe de C, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs de C. Donc, je vais maintenant prendre les lignes de la matrice des cofacteurs que je vais écrire comme étant les colonnes de la matrice adjointe. Donc, j'aurai en première colonne moins 4, 1, 3. En deuxième colonne, j'aurai moins 2, 3, moins 1. Et en dernière colonne, je vais avoir 0,
moins 5, moins 5. Alors, pour trouver la matrice inverse de C, je vais devoir multiplier la matrice adjointe qu'on vient de trouver par le scalaire 1 sur le déterminant de C. Donc, c'est 1 sur le déterminant de C fois la matrice adjointe de C. C'est donc 1 sur moins 10, donc moins 1 dixième, qui multiplie la matrice adjointe, que je reproduis rapidement. Et je vais maintenant multiplier chacun des éléments de la matrice adjointe par le scalaire moins 1 dixième. Donc, j'ai comme premier élément moins 4 fois moins 1 dixième, ça fait 4 dixièmes que je peux simplifier comme étant 2 cinquièmes. Ensuite, j'ai moins 2 fois moins 1 dixième, ça fait 2 dixièmes que je peux simplifier comme étant 1 cinquième. Dernier élément de la première ligne, j'ai 0 fois moins 1 dixième qui donne 0. Deuxième ligne, je vais avoir moins 1 dixième, moins 3 dixièmes et moins 5 sur moins 10, donc 5 dixièmes que je peux simplifier comme étant une demi. Et sur la dernière ligne, je vais avoir moins 3 dixièmes, 1 dixième et moins 5 sur moins 10, qui est encore une fois ici une demi. Donc ça, c'est notre matrice inverse. Alors ici, je vous invite à faire la vérification, de vérifier qu'en multipliant la matrice C par la matrice C-1 qu'on vient d'obtenir, que ça nous donne bel et bien la matrice identité d'ordre 3. Ce qui devrait être le cas si je n'ai pas fait d'erreur de calcul.